Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, chers amis internautes, avec ma collègue Billy Gaïlaïbi, on reçoit pour vous Fred Adriano Huenou. Il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Avec lui, chers amis internautes, sans nul doute, on fera le tour de l'actualité politique nationale au lendemain de la célébration des 35 ans des assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Sans nul doute, on parlera de la préservation des acquis de cette assise d'envergure qui continue de régenter la vie politique nationale. On parlera de la réforme du système partisan. On parlera du code électoral qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive face aux enjeux qui concourent pour 2026. Et parlant de 2026, on parlera des enjeux que le parti politique Bloc Républicain compte affronter notamment pour 2026. On parlera de l'ambition du Togo d'intégrer l'Alliance des États du Sahel et sans nul doute, il nous donnera son opinion au sujet sur les militaires au pouvoir, notamment au sein de l'AES. Fred Huenou, je vous rappelle qu'il a commencé la politique dans les années 2000. En 2005, il était à la tête du mouvement d'appui à la mobilisation estudiantine et scolaire, lequel mouvement a eu à travailler avec le général Mathieu Kérékou. Il a été également leader du Rassemblement national des jeunes du Bénin, le RNJB. Il a été également à la tête du Front patriotique pour la Renaissance, le FPR. Il a également été à la tête du RPR, Rassemblement pour la République, avant d'être aujourd'hui au Bloc Républicain comme poste politique et technique. Il a été directeur de l'information et du pré-archivage au ministère de l'énergie et des mines. Il a été conseiller technique à l'emploi des jeunes de l'ancien président Thomas Boniaï. Il a été conseiller aux actions stratégiques du ministre de la communication et de la poste, porte-parole du gouvernement. Il s'agit bel et bien de l'époque de Alain Sourou Orunla. Il a été assistant du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été également à l'international chargé de mission du gouverneur de l'incubateur régional de l'Afrique de l'Ouest. Fred Adriano Huenou, bonjour. Bonjour, Kader. C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche. C'est un plaisir partagé. Ça fait un sacré bail. Il y a un moment, je suis heureux d'être... Qu'est-ce qui nous a prévalu ce sevrage? Chaque fois que vous m'invitez, je suis là. Donc, ça veut dire que les invitations se sont fait rares. Elles ne se sont pas fait rares. Fred Huenou, ne trahissons pas le secret. Billy Gaïlaïbi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci également d'être à nos côtés. Alors, Fred Adriano Huenou, nous avons célébré. Tout Béninois, tout patriote a eu à célébrer, notamment dans la période du 19 au 28 février dernier, les 35 ans des assises de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. On a vu, j'ai tenu à rappeler le RJNB, à parler également du FPR. Je crois que lorsque je rappelais cela, et tout de suite dans vos visages, on lit quand même que vous avez un peu de la nostalgie. On parle du RPR également, ces mouvements que, en tant que journaliste, j'ai eu à couvrir, où vous avez eu à effectuer plusieurs activités courant les anniversaires de la conférence nationale. Alors, 35 ans de la conférence nationale, dites-nous, Fred Adriano Huenou, l'acteur politique, qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui dans le Bénin? Bon, d'abord, il faut dire que c'est une période que moi, je n'ai pas connue particulièrement, la conférence nationale. Ben, ensuite, je crois qu'il y a eu des conclusions qui, depuis 35 ans, gèrent notre vie, notre vivre ensemble, notre quotidien. Notre République est fondée sur les conclusions de la conférence nationale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Je crois que même quand on n'y a pas été comme moi, c'est un moment quand même
de recueillement. Quand on se souvient du parcours qui a été fait par nos aînés et de ce que nous sommes en train de suivre. Et bon, pour moi, le plus important par ailleurs, c'est que je pense qu'un peuple ne peut fonder son avenir sur la gloire que lui inspire son passé. Je pense que la conférence nationale a été utile à un moment donné, mais je pense que nous devons quand même avancer en ne cherchant plus à toujours regarder dans le rétroviseur. Nous pouvons certes nous appuyer sur certains leviers et continuer d'avancer. Mais comme j'aime à le dire, le monde a changé. Vous parlez de 35 ans. Quand on faisait la conférence nationale, moi j'étais à peine âgé de 7 années. Aujourd'hui, 35 ans après, j'en ai 42. J'ai vu que le monde a changé. Les époques ont changé. Alors la question fondamentale pour un acteur politique, c'est de savoir si ce que nous avons fait il y a 35 ans doit toujours continuer de nous inspirer aujourd'hui. Si le Bénin que nous voulons léguer à ceux qui viendraient après nous, c'est toujours le Bénin qui puise ses sources dans ce qui a été fait il y a 35 ans. Pour ma part, ma conclusion, c'est que l'histoire moderne ou contemporaine, même de l'humanité ou du monde, nous empêche de toujours penser que le socle, c'est la conférence nationale. Le socle a été la conférence nationale. Je le dis parce que, M. Cadet, le contexte historique international dans lequel la conférence s'est tenue, ce contexte a évolué. Nous étions dans ce qui fut appelé par certains, dont Francis Fukuyama, nous étions dans ce qu'on appelait la fin de l'histoire. Avec la chute du mur de Berlin, on avait estimé que l'histoire prenait fin. L'histoire moderne de l'humanité, avec les affrontements des courants idéologiques, politiques et économiques, surtout au sorti de la Seconde Guerre mondiale. Oui, cet affrontement qui nous a conduit dans ce qu'on a appelé la guerre froide, même si nous faisons partie des pays non alliés, à un moment donné, nous avons fait un choix. En 1972, par exemple, on a fait le choix, après la Révolution, précisément en 1975, du marxisme-léninisme. Et donc, 1990, la conférence nationale vient mettre fin à ce choix. Mais ce n'est pas ex nihilo. C'est parce que le contexte international était favorable, parce que c'était la chute du mur de Berlin et c'était la dislocation du bloc de l'Est. Donc c'était la fin de l'histoire, comme on l'a dit. Ça veut dire qu'à partir de notre conférence nationale, nous sommes rentrés dans la post-histoire. C'est-à-dire qu'après l'histoire, parce qu'on a dit que voilà, la fin de l'histoire a consacré la victoire de la démocratie et du libéralisme sur tous les autres courants politiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'à cette époque, nous avions fait le choix de la démocratie libérale, multipartisme intégral et libéralisme économique. Et donc, il faut laisser ça dans le passé? Je ne dis pas, je dis que le contexte, l'euphorie de l'époque, comme je le dis, de cette fin de l'histoire, ça a changé. Et ça n'a pas mis longtemps pour changer. Déjà, on était en conférence en 90 et déjà en 2001, on avait compris qu'on croyait en une chimère, quand avec la dislocation du bloc de l'Est et la chute du mur de Berlin, on pensait que l'histoire se terminait. Mais en 2001, le 11 septembre 2001, on a vu les attentats. Et là, la fête est terminée. Hannah Arendt aurait dit que nous avons basculé dans le tragique de la façon la plus monstrueuse possible. Nous venons de comprendre que l'histoire n'est pas terminée. Que l'histoire prend un autre tournant à partir de 2001. 2001, 90, ça faisait 11 ans. Et de 90 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Mais, madame, quelque chose devrait changer. C'était nécessaire que ça change parce que le monde n'étant plus le même, les réalités n'étant plus le même. Dans la fin de l'histoire, c'était quoi? C'était la liberté absolue. Nous étions contents, au lendemain de la conférence nationale, de rentrer dans un régime de démocratie libérale, c'est-à-dire liberté absolue pour les individus, liberté pour chacun, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté pour chacun de dire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Les fondamentaux de la démocratie. Les fondamentaux de la démocratie. Alors qu'en est-il aujourd'hui de ces fondamentaux?
Pas talon, Kader. Non, je voudrais dire, ce que je voudrais dire, c'est que quand je parle de talon, je voudrais dire que nous sommes arrivés à une étape de notre vie où les circonstances ont voulu que le président Talon soit là aujourd'hui. Et quand je fais allusion à lui, c'est que je veux dire que c'est lui qui, de tous nos chefs d'État qui sont succédés depuis 1990, a compris que le monde avait changé d'époque et qu'il faut que notre pays eût changé d'époque aussi. Vous demandez qu'est-ce qui a changé? Quand vous partez des conclusions de 90, vous comprenez que la démocratie, c'est la liberté, donc la liberté, c'est la règle. Mais il n'y a pas de liberté sans règle, Kader. Lorsque la règle ne protège plus tout le monde, il est de notre devoir de réécrire la règle pour assurer la sécurité à tout un chacun de nous. Dans le contexte des attentats du 11 septembre et le contexte historique qui s'en est suivi, c'est-à-dire l'échec des interventions militaires, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Libye, à instaurer la démocratie, l'islamisation des printemps arabes, que ce soit, et ensuite le djihadisme qui est rentré dans le conflit syrien, a créé un contexte international difficile. Et ça, c'est naturellement les conséquences des attentats du 11 septembre. Et lorsque c'est la plus grande démocratie du monde qui a été touchée, lorsque c'est le système libéral le plus important qui a été touché, vous comprenez à partir de cet instant que la liberté a pris un coup. Et donc que nous sommes rentrés dans un cycle ou dans un siècle où il faut réencadrer la liberté. Ce qui a été fait sous Patrice Talon. Ce qui a été fait sous Patrice Talon. Mais que pensez-vous de ceux qui pensent que ce qui a été fait sous Patrice Talon a saccagé les acquis de la conférence nationale? Bon, en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris. Quoi? Que ce n'était pas un saccage, mais que c'était une réalité qu'il fallait vivre. Laquelle réalité qu'il fallait vivre? Kader, je vous disais que notre conférence, écoutez-moi bien, notre conférence nationale a eu lieu dans un contexte de chute du mur de Berlin. D'accord? Et que nous étions dans le contexte de la victoire de la démocratie et du libéralisme sur le courant communiste, socialiste, sur tous les autres courants politiques. Et à partir de cet instant, le soutien ou le socle du libéralisme, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté pour tout chacun de nous. La liberté. Mais lorsque 11 ans plus tard, cette liberté a été remise en cause, parce que nous avons eu les attentats. D'accord? Et à partir de cet instant, il y a eu une déflagration du système international avec ces crispations identitaires. Comment est-ce que nous aurions pu répondre à cette surchauffe sans nous organiser? Nous étions dans une surchauffe politique, économique et culturelle. Et le monde entier aujourd'hui, à partir de cet instant, y compris, à commencer par les Américains eux-mêmes, dépositaires du système démocratique et libéral mondial, a commencé par remettre en question la liberté. Est-ce que la liberté de Kader lui permet donc de tout dire, de tout faire, au risque de mettre en péril la sécurité de tous? C'est ça toute la question. La sécurité ou l'image de certains? Non. Il s'agit de sécurité. Vous savez, madame, nous ne sommes pas que des individus. Dans le cas d'espèce, nous sommes un État, nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes une république. Et le premier besoin des citoyens, c'est la sécurité. Nous ne serions pas un État si nous sommes continuellement ou journellement assaillis dans nos frontières, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc la question fondamentale, c'est la question de la sécurité. Mais quand la liberté des uns et des autres arrive à menacer la sécurité, parce que vous dites que certains disent que sous le président Talon, il y a eu une remise en cause de ce qui a été décidé à la conférence nationale. Monsieur Kader, ce qui a été décidé à la conférence nationale se résume à une seule chose: liberté pour tous. On a appliqué ça. Mais on s'est rendu compte que dans cette liberté pour tous, il y a désormais l'insécurité pour tous. Ou dans cette liberté pour chacun, il y a désormais l'insécurité pour tous. La liberté est un droit. Mais nous ne devons pas oublier que les droits de chacun
ne sont garantis que par les devoirs de tous. Et notre devoir, c'est d'assurer la sécurité et surtout le devoir de l'État. Et c'est pourquoi je parlais déjà du président Talon. Parce que le rôle d'un président de la République, c'est d'assurer d'abord la sécurité pour tous. La sécurité pour le pays, la sécurité pour tous les concitoyens. Aujourd'hui, est-ce que la liberté d'expression, la liberté de penser, de dire et de faire tout ce qu'on veut, est-ce que cette liberté garantit la sécurité d'abord pour les individus et ensuite pour nos institutions et pour notre pays? Je vous dis non. C'est clair et net. Pourquoi, Khaled? La liberté, c'est la capacité que j'ai de faire ce qui m'enchante. Mais nous sommes rentrés à un moment donné où, aujourd'hui, les mots qui traversent nos sociétés, c'est quoi? C'est le mercantilisme et le fanatisme. Au nom de l'argent, il y a des gens qui mettent leur liberté, qui utilisent leur liberté pour détruire. Au nom du fanatisme religieux, il y en a aussi qui utilisent leur liberté pour détruire. Le rôle de l'État, à partir de cet instant, je l'ai dit, la liberté c'est la règle, mais il n'y a pas de règle sans liberté. Eh bien, c'est de redéfinir la liberté de chacun pour protéger tous, pour nous protéger tous. C'est ça la réalité. Monsieur Fred Gouenou, on parle toujours de l'après 35 ans de la conférence nationale des forces de la nation. En tout cas, certains ont remarqué qu'à partir de 2019, certains acteurs politiques, dès l'arrivée du système partisan, ont un peu oublié les acquis, même si vous nous invitez à laisser un peu dans le passé et tout. Certains, à partir de 2019, ont oublié avec l'arrivée du système partisan les acquis de la conférence. Mais à quelques mois des élections générales de 2026, il y a eu quand même beaucoup de conférences, pas mal de conférences, d'appels, d'invites au respect des acquis et surtout du côté des partis de la mouvance. Et certains estiment que c'est parce que les élections sont proches que beaucoup d'acteurs de la mouvance quand même parlent beaucoup maintenant des acquis de 2026. Et pardon, des acquis de la conférence de 1990. Madame, voici ce que je pense. Ceux qui ont demandé à ce que les acquis de la conférence nationale soient réexaminés ou réétudiés ou réévalués à l'aune de ce 21e siècle dans lequel nous sommes, qui est un siècle de bouleversement. Ceux qui l'ont demandé en début de mandat devraient être en mesure de l'assumer en fin de mandat. Si tant est-il que c'était une conviction, à moins que ce ne soit qu'une étiquette. Vous savez, pour certaines personnes, la démocratie ou la République sont des étiquettes. Mais pour d'autres, ce sont des convictions. Si il vous a semblé que des acteurs politiques aient pu dire le contexte dans lequel nous évoluons depuis l'arrivée du président Talon nécessite que nous puissions réexaminer, faire une relecture des conclusions de notre conférence nationale et l'adapter au contexte dans lequel nous sommes. Si des gens ont pu le dire et qu'ils n'arrivent pas à assumer aujourd'hui, vous comprendrez que ce sont des gens qui voltigent au gré du vent. D'accord? Et on dit ceux qui voltigent au gré du vent ont un destin de feuille morte. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent. Moi, je vous le dis sans embâche, je vous le dis d'emblée. Je suis convaincu que ce que nous avions eu ces 9 dernières années ou ces 10 dernières années avec le président Talon en matière de préservation des acquis de la conférence nationale. Quand on parle de la démocratie, je crois que c'est la réponse à une désintégration de notre système politique, économique et social qui était en vogue depuis pratiquement les années 2000. Vous savez, Saint John Pes dit que la démocratie, plus que tout autre régime, exige le respect de l'autorité.
comme vous, comme nous tous, comme tous ceux qui nous suivent, je crois en la liberté. Je l'ai dit ici, sur ce plateau, dans cette émission, que la liberté en démocratie, c'est la règle. Mais il n'y a pas de liberté sans règle. Et lorsque la règle ne protège plus tout le monde, il faut pouvoir réévaluer la règle pour assurer notre sécurité à tous. Je crois en la liberté, mais je crois que la noblesse de l'humanité veut que la liberté soit jumelée à la responsabilité. Voilà. La responsabilité. C'est une noblesse pour l'humanité. Il est logique, madame, qu'une entreprise, par exemple, qui pollue, puisse payer en conséquence. Il est logique qu'un citoyen qui enfreint la loi puisse répondre. Il est logique qu'un dirigeant qui met en place une politique ou qui dit autre chose hier et qui dit autre chose aujourd'hui soit sanctionné. C'est ça la responsabilité, madame. Et c'est une noblesse. Ensuite, madame, la responsabilité ou la liberté sans le respect de l'autorité. Et dans le cas d'espèce de l'autorité de l'État. Madame, la notion d'autorité fait référence à la notion d'augmentation. Qui, parmi nous, a augmenté de pouvoir ou de notoriété pour arbitrer? Imaginez une société démocratique dans laquelle il n'y a pas le respect d'autorité. Imaginez que cette entreprise, il n'y ait personne qui soit responsable, qui dise ça c'est ton rôle, ça c'est pas ton rôle. Mais que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Imaginez que vous soyez libre de venir au boulot quand vous voulez, de repartir quand vous voulez. Vous pensez que cette maison, cette entreprise va évoluer? Donc c'est ça la question de l'autorité, qui doit être juste apposée à la responsabilité elle-même, qui est juste apposée à la liberté. Et pendant longtemps, dans notre pays, depuis la fin des années 90, nous avons manqué d'autorité. Du moins, l'État a manqué d'autorité. Et ce que j'ai remarqué depuis que le président Talon est arrivé, c'est que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le respect de l'autorité de l'État. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, mais il doit le faire en toute responsabilité et en assumer les conséquences. C'est assumer les conséquences qui fait référence à l'autorité de l'État. Et je dis, il faut faire attention à ceux qui confondent autoritarisme et autorité. L'autoritarisme, c'est un régime autoritaire. Nous n'avons pas un régime autoritaire parce que tout ce qui est fait sur la base de lois qui sont votées et dont la constitutionnalité a été approuvée et qui sont promulguées. À partir de cet instant, nous sommes dans ce qu'on appelle le renforcement de l'autorité de l'État. Madame, imaginez que le manque d'autorité qui a eu lieu dans notre pays pendant longtemps a été source d'angoisse, d'inquiétude pour plusieurs Béninois qui, parce que dans ce qu'on appelle la liberté d'expression, dans ce qu'on appelle la liberté des uns et des autres, se font vitrioler tout le temps, se font injurier, se font attaquer, alors que nous sommes censés être dans une république, dans un État organisé, souverain et institutionnel. Donc je pense que oui, Fred Renaud, c'est le renforcement de l'autorité de l'État qui aujourd'hui fait que certaines personnes disent on a remis en cause les principes démocratiques. Parlons de démocratie. Toutes les décisions prises par le gouvernement en place, le gouvernement actuel, sont bonnes. Il n'y a rien à redire. Vous faites référence à quelle décision? Là, nous parlons... Oui, on parle des acquis. Nous parlons des acquis et nous parlons de la liberté d'expression. Parlant d'acquis, vous avez parlé tout à l'heure de démocratie libérale, on parle également de multipartisme intégral. Il y a eu la réforme du système partisan qui a été effectuée en dehors des conservateurs. Il y a une frange de la classe politique qui partage entièrement le diagnostic effectué par Patrice Talon et ses partisans, juste qu'ils disent que la thérapie n'est pas la bonne. Vous savez, moi je ne vois pas autre thérapie. Ce que je vois... La réforme du système partisan, pour vous, c'est quoi? Ce qui a été effectué en 2018. Bon, d'abord, avant de venir là, je veux répondre à madame en disant... La thérapie, telle qu'elle se présente, c'est l'application du triptyque. Liberté,
responsabilité, autorité. Et c'est justement ce triptyque qu'il faille aujourd'hui opposer à la tentation de désespoir qui est présente chez bon nombre de nos élites politiques et bon nombre de nos concitoyens. D'accord. Maintenant, vous parlez, M. Kader, vous parlez de la réforme du système partisan. Effectivement, il n'y a pas de multipartisme intégral sans parti politique. Mais n'oublions pas, en 90, nous étions sortis d'un système de parti unique qui a gouverné le pays pendant 17 ans. D'accord? Le système du PRPB créé, je crois, en 1975, si ma mémoire est bonne, qui nous a conduits jusqu'à la conférence nationale. Et à cette conférence nationale, il y avait plusieurs acteurs politiques venus de l'Occident qui étaient déjà conscients, comme je le disais, de la victoire du camp de la démocratie, du camp de l'Ouest, de la victoire du libéralisme, et qui ont dit alors, le système qui est le mieux adapté à notre époque, c'est le multipartisme intégral. La question est celle-ci. Le multipartisme intégral était censé nous permettre d'avoir des partis politiques qui se créent au gré, certes, des intérêts de chacun, de ceux qui s'associent, et que ces partis puissent aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir pour l'application, enfin, pour la satisfaction des besoins affirmés des populations. Mais nous avons constaté tous qu'au lendemain de 90 jusqu'à la réforme du système partisan en 2018, nous avons tous constaté qu'aucun des partis politiques, parmi les milliers que nous avions eus, aucun n'a été capable de conquérir à lui seul ou associé à d'autres le pouvoir d'État et de l'exercer depuis 90. À chaque moment, c'est toujours des indépendants qui viennent avec des mallettes d'argent. Vous n'êtes pas, vous n'ignorez pas, on a parlé ici à un moment donné de mallettes du bonheur, on a parlé ensuite de conteneurs, et donc on avait des partis politiques qui étaient finalement qui étaient finalement des entreprises politiques, des fonds de commerce servant leur clientèle. Et selon vous, bon, pas selon vous, en tout cas, le système, la réforme du système partisan vient régler tout cela? Non, attendez, ça n'a pas permis que les acteurs politiques puissent jouer leur rôle. Ça n'a pas permis que nous ayons un modèle économique, un modèle social, un modèle culturel efficace. Ça n'a pas permis que nous ayons pu atteindre un niveau de développement, parce que on dit que c'est le modèle économique qui soutient le modèle politique. Dans un système qui promeut le multipartisme intégral, c'est normal qu'à côté, il n'y ait que le modèle libéral, économique. Mais tout ça mis en application ne nous a pas permis de régler les problèmes fondamentaux. Alors, avec la réforme du système partisan, certes, il y a aujourd'hui plus de forces politiques ou plus de personnalités politiques qui, pour résister, ont l'obligation de se mettre ensemble. Vous savez, la loi ou le décret ne peut pas se substituer à la conscience des hommes. Il y a certes un avantage considérable, c'est qu'aujourd'hui, avec la loi, la réforme du système partisan a mis des goulots que plus personne ne peut prétendre avec son clan ethnique ou avec son clan familial constitué un parti politique dépassé. Aujourd'hui, d'abord, pour avoir un parti politique maintenant, je pense qu'il faut un certain nombre par commune. 77 communes, vous devez avoir, je crois, si ma mémoire est bonne, je crois que ça doit être 15 militants par commune. Oui. Hier, au sorti de la conférence nationale, c'est une dizaine par département. Donc avec 120 personnes, vous aviez déjà constitué un parti politique. Aujourd'hui, il vous faut 15 multiplié par 77. Ça voudrait dire qu'il y a déjà la base de création de ces ensembles à but politique, avec l'intention de conquérir le pouvoir d'État, qui sont déjà, la base est déjà élargie.
Cela fait donc appel à la nécessité de se rassembler. Vous savez, madame, pour qu'il y ait l'unité nationale, il faut qu'on se rassemble. Mais est-ce que ce qui est fait là aujourd'hui, frère Adriano Kouenou, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit d'un leurre? Est-ce que vous pensez que ces rassemblements qui sont effectués actuellement ne sont pas effectués dans le seul but de satisfaire les émotions ou les intérêts de l'acteur politique du moment? Est-ce qu'après Patrice Talon, par exemple, votre parti, le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, et autres formations politiques qui sont regroupées vont survivre? Est-ce que dans l'esprit de l'acteur politique aujourd'hui, est-ce que l'acteur politique béninois a épousé la réforme du système partisan? Ces partis survivront si un autre régime ne vient pas découdre tout ce qui a été cousu. C'est très simple. Aussi longtemps que pour créer un parti politique, il faudra élargir la base juste dans les communes. Aussi longtemps que pour qu'un parti politique puisse continuer d'exister après sa création, il lui fallut qu'il puisse participer à toutes les élections législatives, que pour ne pas participer, ou bien pour ne pas avoir participé à 2 élections successives, que ce parti se voit retirer son récépissé. Si on découvre ça, oui, ça ne tiendra pas, les partis dont vous parlez. Parce que tout part d'une volonté politique. Mais si la même base est maintenue, si les mêmes règles sont maintenues, aujourd'hui, pour qu'un parti politique qui participe à une élection législative puisse lever des sièges, le code électoral actuel dit qu'il faut qu'il puisse recueillir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales et 10% sur le plan national. C'est pas trop? C'est pas exagéré? Vous êtes acteur politique depuis 2000. Cadet. Oui, Cadet. 20%. Pas... Le but, c'est quoi? Non, en dehors du, oui. Quand on parle, du but, quand on parle... est-ce que cette disposition pour vous, Fred Kouenou, est-ce qu'elle est très réaliste? Cadet, n'oublions pas l'esprit. L'esprit, c'est quoi? 2 choses. On est d'accord pour l'esprit. On veut des partis politiques nationaux. On veut que les gens se mettent ensemble. Obliger les gens cette exigence à se mettre ensemble. N'est pas de là trop les clans familiaux, les clans ethniques. Non, attendez. Oui. Vous savez, on dit qui veut aller loin prépare sa monture. Quand on se fixe des objectifs, il faut se donner les moyens de les atteindre. L'objectif fixé par la réforme du système partisan, c'est lequel? Amener à la création de grands ensembles nationaux. Et la réforme du système partisan est effectuée pour nos partis politiques. Attendez. Alors, lesquels, là, actuellement, Fred Kouenou, en tant qu'acteur politique, lesquels, là, actuellement, honnêtement, sont à même de satisfaire les exigences désormais, de ce code électoral? Il est choix aux partis politiques de désigner les principaux acteurs de la démocratie dans nos territoires, c'est-à-dire les maires. Il appartient aux acteurs politiques de proposer les candidats aux élections législatives sur un scrutin de liste pour qu'ils puissent être députés. Il appartient ensuite aux partis politiques, par leurs députés et leurs maires ou leurs maires, de parrainer les prochains candidats aux élections présidentielles. Vous pensez que pour confier des tâches aussi importantes à des formations politiques, il faut que ce soit des formations construites de façon hasardeuse? Moi, je pense que l'exigence doit être de mise. Et quelle est l'exigence aujourd'hui? L'exigence de la défense de l'unité nationale et de la défense de l'intérêt général. C'est la responsabilité des partis politiques. Laquelle? L'exigence de l'unité nationale, l'exigence de la défense de l'intérêt général. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir des partis politiques qui défendent juste l'intérêt du promoteur, du président et de son clan familial. Mais des partis politiques qui défendent l'intérêt général et l'unité nationale. Par conséquent, cela veut dire que nous n'aurons plus le parti des Mahi, le parti des Aïzo, le parti des Fonds, le parti des Goum, le parti des Bariba, le parti des Yom, mais que nous sommes censés avoir un parti qui reflète la cohésion nationale et la cohésion sociale. Et par conséquent, l'exigence voudrait quoi, Kader? Quand on dit qu'il y a élection, c'est une compétition. Et on dit à l'issue de ces élections, les partis qui vont continuer à être partis politiques seront les plus endurants.
ce qui aurait rassemblé suffisamment de voix de nos électeurs pour être en mesure de continuer d'exister. Lorsqu'on parle désormais du financement public des partis politiques, et que ce financement public des partis politiques est lié au siège, au nombre d'élus dont disposent ces partis, que ce soit à l'Assemblée nationale comme dans nos territoires. Cela montre quoi? Pour y arriver, madame, si vous sentez que vous ne pourriez pas, vous renforcez votre base. Pas de suffisamment d'adhésion ou par des fusions avec d'autres forces politiques pour être une force unique. Mais est-ce que vous pensez que cette réforme-là est une réussite depuis 2019 Madame, à aujourd'hui? on ne peut pas juger une réforme sur 5 années. Vous savez, aux États-Unis, nous parlons de deux grands partis, le Parti démocrate et le Parti républicain. C'est des partis qui ont derrière eux 200 ans d'existence. En France, on en parlait de la droite, de la gauche, on en parlait des républicains, on en parlait des socialistes. Aujourd'hui, on parle du RN, on parle de En Marche. C'est des partis qui ont des années et des années d'existence. Pour avoir donné, ils ont traversé la 3e République, la 4e République, la 5e République. Alors, 5 années, 6 années sont exclusivement, à mon avis, peu pour qualifier. Je n'ai pas dit mais ça peut permettre de jauger quand même. On peut quand même faire un petit bilan. Oui. Ça peut permettre de jauger. Un bref bilan. Un bref bilan. De ce qui a déjà été fait. La première, le point satisfaisant, et il faut savoir que ça nous ressemble au Bénin. Le Béninois ne se met ensemble avec son frère que lorsque il sent qu'il a l'épée de Damoclès sur sa tête. Sans intérêt. Oui. Dites désormais que pour créer un parti politique, on revient à la formule de 10 personnes par département. Dites désormais qu'on n'a pas besoin de lever le siège et vous aurez tout de suite 2000 partis politiques. Tout de suite. Alors, si les gens continuent d'être ensemble, c'est parce qu'ils savent que pour résister, il faut qu'ils soient ensemble. Et il y a cette épée de Damoclès sur leur tête qui résulte de la charte des partis politiques et du code électoral. Vous bousillez ça tout de suite, c'est fini. Donc, il y a déjà une volonté qui est, même si c'est une volonté coercitive, de faire rester ensemble tout le monde. Ça, c'est déjà le point commun. Maintenant, comme je le disais, la loi ou le décret de promulgation ne peut pas remplacer la conscience des hommes. Il faut maintenant qu'il y ait des acteurs politiques qui se modernisent, des acteurs politiques modernes. Il faut que les gens sachent maintenant à l'intérieur des partis politiques que on ne se rassemble pas pour les pauses politiques, mais on se rassemble pour l'intérêt général, pour défendre la nation. Donc, qu'ils doivent avoir à défendre une certaine idée du monde et une certaine idée de notre pays. Qu'ils doivent avoir des valeurs d'ensemble sur lesquelles ils s'arc-boutent. Quand un parti politique ou quand un ensemble, quand une communauté a une même idée, une même vision et a des valeurs qu'elle partage, cette communauté ne peut se disloquer. Mais ce qui fait aujourd'hui, je suis d'accord. Vous parliez tout à l'heure, vous dites, est-ce qu'après Talon, est-ce que les partis là vont suivre? Je ne le dis pas, il y a des acteurs politiques qui le disent aussi. Oui, non, je suis d'accord. Mais ce qu'ils disent, ils le disent parce qu'ils pensent ou ils sont convaincus que jusqu'à présent, les partis ne sont fondés sur aucun idéal sociétal, sur aucune valeur qui les génère, mais qu'ils sont fondés juste sur la proximité avec le pouvoir. Et moi, je dis que c'est le plus grand défi que les partis qui sont nés de la réforme du système partisan ont devant eux. Vous savez, mon cher Kader, la proximité avec le pouvoir ne peut pas définir l'existence d'un parti politique. Les partis qui ne sont que des syndicats d'élus, on ne défend que les intérêts de ceux qui sont élus, de ceux qui sont nommés, ces partis sont morts. Les partis qui considèrent leur idéologie comme du catéchisme, ces partis sont morts. Les partis où la base, où le sommet décide et la base suit, ces partis sont morts. Donc,
je crois que pour que les partis suivent, il y a certes ce que la loi rend coercitif. Il y a les conditions générales qui sont coercitives pour tous les partis. Mais au-delà de ça, il doit aussi avoir la volonté de ces acteurs politiques de rester ensemble pour construire le pays. Mais nous, ce que certains pensent, c'est que ces partis ne vont pas suivre, non pas parce que les acteurs politiques n'ont pas une volonté de se mettre ensemble, mais parce que certains estiment qu'il n'y a pas une démocratie vivement exprimée au sein de ces formations politiques. Mais, Kader, nous disons la même chose. S'il y a... Renan dit que ce sont les idées qui guident le monde. D'accord. Si à l'intérieur des partis politiques, si ce qui fonde la cohésion à l'intérieur des partis, c'est une vision pour le pays, c'est une vision du monde, ce sont des valeurs en partage. Si c'est la récompense de l'effort, du mérite, et si ce n'est pas les affinités ou les clans, parce que n'oublions pas, il y a aussi une faiblesse au niveau de ces partis, et cette faiblesse, ni la loi, ni les décrets, ni la volonté du président ne peut régler cette faiblesse. C'est que ce sont les anciens micro-partis qu'on a juste apposés pour obtenir de grands partis. Ce ne sont pas encore des ensembles homogènes. Il n'y a rien d'homogénéité encore. Vous confirmez qu'il n'y a encore rien d'homogénéité? Oui, mais ça ne peut pas se faire. C'est quand même curieux. Ça ne peut pas se faire sur 5 ans. Ça ne peut pas se faire sur 5 ans. L'homogénéité pour des gens qui ont passé 20 ans, 25 ans ou 30 ans à s'affronter sur les 35 ans de notre conférence nationale. Les partis ont à peine 5 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, on a passé le temps à nous affronter en évoquant les relents xénophobes, les relents claniques, ethniques. Bon, maintenant, on a été tous des adversaires à un moment donné. Et aujourd'hui, on se met ensemble et nous disons la même chose. Vous pensez que quoi? On se met ensemble d'abord aujourd'hui parce que le président de la République est là. Parce que le président est en place et qu'autour du président, il y a des places, il y a des postes, à l'Assemblée, tout ça. Donc, vous convenez que quand le président ne sera plus là, les membres ou même responsables des partis de la mouvance ne seront plus forcément dans la même logique? Si le mot n'est pas convenu, si nous convenons, c'est que nous sommes sûrs que nous sommes certains que c'est la destination. Mais ça, c'est une destination possible. Mais ça peut ne pas être la destination si il y a une conscience. En fait, ce n'est pas la possibilité de cette destination qui rend caduque la réforme du système partisan. Non. Parce que la réforme du système partisan, ce n'est qu'une loi. Et cette loi, malheureusement, elle n'est pas la loi divine qui s'écrit dans le cœur des gens. Mais elle est écrite, pas sur des tablettes de pierre, mais elle est écrite sur du papier. Et c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Nous sommes d'accord que c'est la loi qui nous contraint à quelque chose. Mais au-delà de cette contrainte, si les acteurs politiques béninois sont consciencieux, c'est de ça dont il s'agit. S'ils savent, et voilà pourquoi je disais que nous avons changé d'époque, s'ils connaissent, s'ils ont conscience que le changement d'époque, que le changement de réalité dans le monde que nous vivons nous invite à plus de responsabilité, vous comprenez? Ils s'appuieraient sur la réforme du système partisan pour devenir de grands ensembles. Qu'est-ce que le président a espéré à travers cette réforme? Ce n'est pas que cette réforme fasse de nous des suiveurs mécaniques. Nous ne sommes pas des machines mécaniques. Nous sommes des êtres humains. Et donc que cette réforme nous pousse chacun à nous définir un idéal dans la communauté que nous constituons. Parce qu'un parti politique, par essence, c'est quoi? C'est un ensemble en lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Vous ne pourrez pas engager une lutte. Il est même dit que 2 personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se sont mises en accord au préalable. Donc, sur quoi nous nous entendons? Si on s'entend juste aujourd'hui parce que... personne nous unit. Oui, parce que le président de la République est là. Si on s'entend juste sur ça aujourd'hui, alors là, c'est un problème. Parce que si on s'entend sur ça aujourd'hui, quand sa personne ne sera plus là, on aura des difficultés même à s'entendre sur son action. Et donc, moi, je pense que il ne faut pas jeter la pierre à la réforme du système partisan. La réforme peut être modifiée après.
Mais il faut savoir que... Modifier dans quel sens? Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir que nous sommes encore à l'étape de balbutiement où pour nous mettre ensemble, il est nécessaire qu'on puisse avoir des goulots qui nous permettent de rester ensemble, de rester regroupés. Aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes venus de divers horizons, avec peut-être diverses conceptions du monde ou avec diverses conceptions de la politique. D'autres considèrent la politique comme une manière de changer la société, d'autres considèrent la politique comme une manière de s'en sortir, d'autres considèrent que la politique c'est d'abord eux. Donc c'est tout cet ensemble. On est tous ensemble aujourd'hui. Mais frère Renou, si Billy permet, que pensez-vous de ceux qui disent également que, en dehors du code électoral qu'ils dénoncent, de la réforme du système partisan qu'ils condamnent, qui, selon eux, cette réforme du système partisan et ce code électoral, les deux liés, ont entraîné des morts lors d'élections, notamment législatives et présidentielles, que dites-vous de ceux qui pensent que le système politique qui a été instauré par Patrice Talon a généré des prisonniers? D'abord, ce n'est pas la charte des partis politiques, puisque c'est à ça que vous faites référence, et le code électoral qui ont tué des gens. Ce n'est pas des armes. Ils n'ont tué personne. C'est la volonté des acteurs politiques de ne pas se soumettre à cette charte et à ce code électoral qui a entraîné... Y a-t-il pas une légitimité dans cette volonté manifestée? Non, non. Il n'y a aucune légitimité. Je suis d'accord que nous sommes un peuple si contestataire. Mais nous sommes contestataires souvent par excès de zèle. Vous savez, le problème, Kader, c'est que à un moment donné, les acteurs politiques ont refusé de se plier. Mais c'est ça, en fait, l'esprit des réformes. Car l'esprit des réformes, c'est les atteintes légitimes qu'elles portent à des situations dites confortables ou des situations acquises. Quand les gens ont vécu une situation 30 ans durant, et je dis et je le répète, le monde a changé, nous ne pourrions pas vouloir construire le Bénin du XXIe siècle avec des partis politiques qui sont arc-boutés sur des systèmes imaginés il y a 30 ans. Voilà pourquoi je vous disais, aussi glorieuse que puisse être le passé d'un peuple, d'une nation, il ne peut s'appuyer sur ce passé pour justifier de son avenir. C'est faux. Ce qu'on a imaginé il y a 30 ans ne tient plus. Mais à un moment donné, ne tient plus parce que même le monde devant nous, les signes d'effondrement du vieux monde sont là. Et j'ai parlé, et je vous le dis, les attentats du 11 septembre, le basculement de la planète vers le leadership chinois, l'Internet, qui bouleverse considérablement notre rapport au travail, à la santé, à la vie. Toutes ces réalités aujourd'hui font que notre continent ne pèse pas grand-chose face à la réalité du monde. Et dans ce continent, notre pays est pratiquement en mode décrochage. Alors, Frère Renou, on arrive progressivement vers la fin de cet entretien-là. Je vais vous poser la question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des partis politiques, vous avez parlé de la réforme du système partisan, du code électoral. Votre formation politique, le Bloc républicain, au sein de laquelle vous êtes militant, également membre du bureau politique, quels sont les enjeux politiques qui s'imposent pour vous? Les élections générales de 2026 sont un grand enjeu. Mais l'enjeu principal pour nous, à mon avis, c'est de tout faire pour que les 10 ans de gestion du président Patrice Talon ne soient pas une parenthèse de l'histoire, comme nous sommes habitués à voir dans notre pays depuis bien longtemps. C'est que nous voudrions que ces 10 ans soient plutôt le socle d'une transformation profonde, globale et durable de notre société. Ça voudrait dire que l'objectif pour nous, c'est que nous puissions continuer de garder le pouvoir d'État. Nous puissions améliorer notre position, par exemple, à l'Assemblée nationale. Nous sommes la deuxième force politique du pays, mais nous rêvons de devenir la première force politique du pays. Je sais que la tâche qui nous attend est immense. Donc, la première force politique à l'Assemblée nationale et aussi dans nos territoires pour assurer la République des territoires. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que chez nous, il y a plus d'audace dans nos valeurs qu'ailleurs. Qu'ailleurs, même oui. Au sein de l'UPR. Mais pourquoi pas? Nous sommes des républicains et nous avons une conception très claire de ce que doit être pour nous la nation. La République, c'est la défense de l'intérêt général et de l'unité nationale. Et pour nous, la politique, elle doit être basée sur la vérité.
Parce que nous ne réformerons pas notre pays issu des malentendus ou avec des mensonges. Donc voilà, bon, c'est une parenthèse. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que nous attendons? Eh bien, nous attendons, pourquoi pas, que le prochain président de la République soit issu de nos rangs. Parce que nous avons une certaine... des partis politiques? Soit issu du bloc républicain. Nous avons une certaine idée du Bénin que nous voulons partager avec nos compatriotes. Vous savez, un parti politique, c'est des idées, c'est des valeurs, c'est une conception, c'est une manière de faire, c'est une manière de voir. Et donc, oui, voilà, nous pensons que si le Bénin était gouverné et dirigé, fondé sur les valeurs de liberté, les valeurs de travail et de prospérité, voilà, que nous serons un pays à même de répondre aux exigences du XXIe siècle. Donc voilà ce que nous pensons. Oui, j'aimerais rebondir sur le code électoral. Vous permettez, le cadre de concertation de l'opposition a tenu une réunion hier pour dire non au non à la non-relecture du gouvernement face au code électoral. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En fait, ils s'opposent au fait que le gouvernement ne veut pas de relecture du code électoral. Et ils sont prêts, selon ce qu'ils disent, à saisir les instances adéquates pour pouvoir y parvenir, pour réussir à la relecture. Vous savez, un code électoral n'est pas voté par le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui promulgue. Ce n'est pas une décision prise en Conseil des ministres. Un code électoral est une loi. Et chez nous, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Et à l'Assemblée nationale, la loi a été examinée et votée. Dommage que l'opposition soit minoritaire. Si l'opposition aurait été majoritaire, ce serait son code électoral qui serait passé. En tout cas, le code qui lui ressemble. D'accord? Mais le code qui lui ressemble, ce n'est pas le code qui nous ressemble à nous autres. Parce que ce code-là... À vous autres qui? Oui, nous autres de la majorité présidentielle. Vous savez, ce code, madame, c'est le meilleur que nous puissions avoir en ce siècle. Vous savez, en ce siècle, tous les États africains mais finalement, sont pas le code du peuple. Mais pourquoi ce n'est pas le code du peuple? Qui vous ressemble à vous, pas à l'opposition, donc ce n'est pas le code qui Madame, ressemble au peuple. Comment serions-nous majoritaires à l'Assemblée nationale si nous n'avons pas la majorité du peuple avec nous? Aux dernières élections législatives, madame, quand on prend l'UPR et le Bloc républicain, ces deux partis ont totalisé plus d'1,5 million de voix contre à peine 500 000 pour les démocrates. Vous dites que ce n'est pas... les Béninois ont voté pour nous, les Béninois nous ont envoyés pour porter leurs aspirations. Nous leur avons présenté une vision, nous leur avons présenté une conception. Nous avons dit que nous voulons réformer notre pays pour le rendre compétitif et performant, prêt à répondre aux exigences du XXIe siècle. Je me suis évertué à vous expliquer depuis le début de cette émission que le monde a changé, que les mentalités doivent changer, que nous changeons d'époque. Et si les partis politiques de l'opposition ne veulent pas rentrer dans la modernité, ce sont de véritables conservateurs qui sont encore arc-boutés, qui ont le regard derrière sur 1990. 1990 est mort. Madame, le 11 septembre 2001 a tué 1990. Il n'y a pas que l'opposition qui parle des acquis de 1990, il y a aussi les gens de la mouvance. Oui, les gens de la mouvance, nous parlons des acquis de 1990 en disant que oui, il y a eu un sursaut en 90, il faut encore aujourd'hui un autre sursaut en 2026. Le sursaut de 2026, c'est de faire tout possible pour que le pouvoir puisse rester entre les mains de la majorité et notamment du bloc républicain. Pouvoir rester aux mains de la majorité, il y en a dans vos rangs, même au bloc républicain, qui pensent que pour la préservation de tout ce que vous avez eu à décrire tout à l'heure, qui a été bien fait par Patrice Talon, tout à l'heure vous avez eu à dire qu'il ne faudrait pas que les 10 ans de Patrice Talon soient une parenthèse. Il y en a qui pensent que Patrice Talon, par une alchimie antinomique aux prescriptions de la Constitution, doit rester au pouvoir au-delà de 2026 pour que ce leadership-là, qui a fait que nous ayons cette réforme de ces partisans, qui a fait que nous puissions avoir ce code électoral et qu'il soit maintenu malgré les assauts politiques contre lui, puisse être implémenté dans les habitudes des acteurs politiques. Citais-tu? Vous savez, ces personnes parlent souvent de Patrice Talon, mais ils ne le connaissent pas. Vous le connaissez? Non, je le découvre. Ils parlent de Patrice Talon, mais ils ne le connaissent pas parce que quel est le but? S'ils considèrent quelqu'un qui, pendant plus d'une vingtaine d'années, a géré des entreprises qui brassaient des milliards de francs
et qui un jour décide de rentrer en politique, renonce à ses droits, les partage à ses ayants droit et même à ses amis, pour dire je vais faire une autre expérience parce que ce qui me préoccupe, c'est de laisser mon nom dans l'histoire. Si ces personnes ont vu le parcours, voilà, toi, ils ne connaissent pas. S'ils ont vu le parcours de Patrice Talon, ils sauraient très bien qu'après avoir fait 2 mandats de 5 ans, constitutionnels et réglementaires, qu'ils ne peuvent pas compter sur lui pour dire je continue au-delà de ce qui est réglementaire. Voilà pourquoi il dit que ces personnes ne connaissent pas Patrice Talon. Si c'est quelqu'un qui aimait s'accrocher au confort, si c'est quelqu'un qui aimait s'accrocher, qui n'aimait pas bouger les lignes, je vous jure, il n'aurait pas été candidat lui-même. Il aurait porté un candidat, il aurait mis les moyens comme il en a l'habitude, parce que c'est devenu aujourd'hui un secret de polichinelle, qu'il a contribué à élire les présidents, qu'il a contribué à élire les députés, qu'il a contribué à faire à élire beaucoup de personnes, même avant de devenir président. Donc, il serait resté dans son confort et dit, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je crois qu'après 10 ans, je ne dis pas que le Patrice Talon n'a plus rien à donner. Je dis qu'il a donné suffisamment en tant qu'acteur et que le reste, il voudrait certainement le donner aujourd'hui. Parce que quand vous vous entendez, c'est un homme qui est fier. Et donc, quand les hommes sont fiers, les hommes n'estiment pas que c'est eux qui doivent faire. Ils viennent, ils montrent l'exemple, et puis après, ils passent à autre chose, ils laissent les autres continuer. Et c'est ça le sens de la vie. Monsieur Renaud, on parle d'actualité hors du Bénin, on parle du Togo qui a la volonté d'intégrer l'AES. Vous voyez ça comment? Ben, je pense que le Togo est bien intelligent. Le Togo profite d'une situation. Écoutez, quand vous voyez la plupart des pays de l'AES, ce sont les pays de l'Interland. Ces pays, pour vivre, ont besoin d'avoir un port naturel qui était le Bénin. Malheureusement, pour des situations qui seraient difficiles à expliquer ici, notre pays se retrouve en difficulté avec ces pays. Bon, maintenant, le Togo profite parce que quel est l'intérêt du Togo à rentrer aujourd'hui dans l'AES? Le Togo n'a aucun intérêt à rentrer dans l'AES si ce n'est pas pour mettre son port à disposition. Vous ne pensez pas, comme certains observateurs, que le président Faure en mission là pour ne pas vivre un coup d'État, pour que ces militaires aussi disent bon, écoutez, ou que les militaires de l'AES puissent le président Faure inspirer d'autres militaires. Le président Faure est au pouvoir depuis 25 ans. Donc, s'il fallait lui faire un coup d'État, il ne fallait pas attendre l'AES. Du moins, ce n'est pas les militaires de l'AES qui viendront inspirer les militaires togolais à faire un coup d'État s'ils avaient estimé que la présence de Faure méritait un coup d'État. Moi, je pense que c'est pour des raisons économiques. Parce qu'il ne faut pas suppiter pour suppiter. Le gain, attendez, le président Faure est un civil. Il a beau rentrer dans l'AES, il a beau être avec d'autres présidents militaires, ça n'empêchera pas pour autant. Si des militaires eux-mêmes se font des coups d'État, je ne pense pas que ce soit la proximité d'un civil avec un militaire qui empêcherait qu'on lui fasse un coup d'État. Réfléchissons. Si le Togo entre aujourd'hui dans l'AES, c'est pour être l'allié naturel, l'allié qui permettrait aux pays de l'AES de faire circuler facilement leurs importations et leurs exportations à travers le port du Togo. Et que doit faire le Bénin dans ce cas de figure? Écoutez, vous savez, le monde où la diplomatie est un lieu de pouvoir. Et je crois que c'est le pouvoir qui se manage. Et notre gouvernement fait de son mieux. Donc, sur ce plan, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que tout ce qui se fait dans l'ombre continue de se faire pour que la situation soit normalisée. Soit rétablie. Je n'ai pas Parlons toujours de l'AES. Que pensez-vous de la gestion de ces militaires-là qui gouvernent ces pays-là? Ben, écoutez, je ne suis pas de ces pays de l'AES. Bon, d'abord. On a comme l'impression aujourd'hui, dans le cosmogramme africain, qu'il y a comme un combat ou un duel entre l'AES et la CEDEAO, où cette jeunesse, il est inculqué que la CEDEAO, c'est les acteurs politiques dirigeants des pays qui sont téléguidés par les pays occidentaux, et qu'au sein de l'AES, il y a les dirigeants qui ont pour volonté de vouloir lutter contre l'impérialisme colonial, de vouloir lutter contre la France-Afrique. Et du coup, on a comme l'impression que la lutte contre la France-Afrique devient un langage de campagne, un discours politique de campagne, sans véritablement prendre en compte les véritables aspirations politiques des populations et des peuples. Je suis d'accord, c'est l'air du temps. C'est l'air du temps.
Et je n'ai pas de doute que ça va passer. Vous savez, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas qui lutte contre l'Occident. La question, c'est qui améliore les conditions de vie de ces populations. Depuis que ces militaires sont au pouvoir dans chacun de ces 3 pays, à écouter, à entendre les populations, les gens continuent de se plaindre toujours du chômage, la diminution du pouvoir d'achat, des difficultés dans leur quotidien, difficultés économiques, difficultés sociales. Et je pense que les militaires aussi n'ont pas encore trouvé la panacée. Donc c'est la preuve que ce n'est pas forcément des coups d'État qui sont le problème. Ce n'est pas forcément la lutte qu'on met en avant contre la France-Afrique ou contre la vassalisation, dit-on, de nos chefs d'État vis-à-vis de l'Occident. Non, je pense que, comme je l'ai dit, c'est l'air du temps. C'est un discours politique conçu et il fera l'effet pendant un moment donné. Mais très tôt, nous allons retomber dans la réalité parce que les choses deviendront de plus en plus claires. Plus les années passeront, plus les mois passeront, plus les populations de ces pays et d'autres populations comme les nôtres qui s'émoustillent devant ce qui se fait finiront par comprendre que nous sommes dans du leurre. En tout cas, pour ma part, je suis observateur. Vous savez, je suis contre les coups d'État. Je pense que le réflexe démocratique voudrait qu'on soit contre toute forme de dévotion de pouvoir par les armes. Merci, le pouvoir doit se dévoiler par les urnes et j'y crois. Avant de vous inviter à la conclusion et à celle de Kader, j'aimerais savoir, pour vous, c'est qui le bon profil qui est apte à être le dauphin de Patrice Talon? Celui qui doit succéder à Patrice Talon, quel est son profil? Quel profil il doit avoir? S'il faut le décrire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes dans un siècle d'épreuves. Donc, pour moi, le bon profil, c'est quelqu'un qui est au courant des réalités du monde. C'est quelqu'un qui comprend que c'est à travers la nation et le rassemblement qu'on va aller de l'avant. Et c'est quelqu'un qui veut mettre en avant la construction d'une économie libérale. Et donc, moi, je pense que ces valeurs, naturellement, ne se retrouvent nulle part que dans ma formation politique. Au sein du BA? Au sein du Bloc républicain. Merci. Donc, voilà, c'est le candidat du Bloc républicain qui sera le meilleur profil pour succéder au président Patrice. Merci à vous, Fred Adriano Kouinou. C'est une tradition sur ce plateau. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit de tous les sympathisants et partisans, sans oublier les militants du Bloc républicain qui ont bien voulu suivre cet entretien. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être venu ici et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous et à travers vous, avec tous ceux qui nous suivent, tous nos concitoyens, tous nos compatriotes. Moi, je pense que notre pays fait son bonhomme de chemin et jusqu'à présent, les 9 dernières années que nous avons vécues avec le président Talon nous ont permis d'être fiers. Même si tout n'a pas été réussi, je pense que ce qu'on peut noter, c'est le retour de la volonté politique. Ça nous manquait énormément. Le retour de la volonté politique et la restauration de l'autorité de l'État. Et je pense que dans un monde aujourd'hui désorganisé, dans un monde ensauvagé comme le nôtre, c'est l'État qui reste et demeure la seule puissance à même de nous protéger. Si le Bénin est fort, les Béninois deviendront forts. Les Béninois ne pourront pas être forts si le Bénin n'est pas fort. Et j'appartiens à un parti politique qui vise à renforcer le Bénin, à continuer ce que le président a fait. Donc je demande à nos concitoyens de continuer de nous faire confiance, de continuer de croire en nous et de continuer de nous permettre d'aller de l'avant parce que nous avons une ambition immense pour notre pays.
Merci à vous, Fred Adriano Kwenou, pour votre conclusion. Chers amis internautes de cet entretien, on retient de façon sommaire et expéditive que l'invité, lorsqu'il a été interrogé sur les grandes conclusions de la conférence nationale des forces vives de février 1990, pour lui, les dites conclusions régentent notre vie politique. Il a argumenté dans ce sens-là. Il a fait savoir que la conférence nationale des forces vives a été utile, mais nous devons avancer sans regarder dans le rétroviseur. Le monde a changé, les époques aussi. Il a largement argumenté dans ce sens-là. Il a tenu à faire observer que ce qui a été qualifié de liberté pour tous est désormais aujourd'hui insécurité pour tous, d'où la nécessité des réformes qui ont été opérées. Et il a tenu à préciser que le rôle premier d'un président de la République, c'est d'assurer la sécurité pour tous. Il a fait savoir au cours de cet entretien que le mercantilisme et le fanatisme sont les maux de nos sociétés. Il a argumenté également ce pan de son affirmation. Il a fait savoir que pour certains, démocratie et liberté sont des étiquettes, alors que pour d'autres, ce sont des convictions. Liberté doit être jumelée à responsabilité, a-t-il laissé entendre. Il a fait savoir que de 1990 à avant Patrice Talon, l'État a manqué d'autorité. Il a fait savoir qu'il ne faut pas confondre autoritarisme et autorité. Tout ce qui est fait se fonde sur la législation, a tenu à mentionner Fred Adriano Kwenou, qui est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Il a précisé également au cours de cet entretien que de 1990 à 2016, notamment également au cours de 2016, aucun parti politique constitué sur les cendres de la conférence nationale n'a pu conquérir et exercer le pouvoir d'État. Pour lui, c'est une faiblesse, c'est une faille qu'il faille corriger à travers des réformes, d'où la nécessité de la réforme du système partisan qui a été opérée, dont il a eu à vanter les mérites, notamment celle de la réforme du système partisan, celle du code électoral. Et également, il a également parlé du financement public des partis politiques, qui pour lui également est une très bonne initiative. Il a tenu à mentionner que les partis politiques survivront à un autre régime si ce dernier ne vient pas découdre tout ce qui a été cousu. Tout part d'une volonté politique, a tenu à mentionner le politologue. Il a fait savoir également que l'enjeu majeur pour 2026 est de faire que les 10 ans de Patrice Talon ne soient pas une parenthèse de l'histoire, mais le socle d'une transformation durable et profonde. Il a également argumenté ses propos qu'il a tenus. Il a fait savoir que l'opposition demande le code qui lui ressemble et le code actuel est celui qui ressemble à la mouvance présidentielle. Et donc, en d'autres termes, on peut déduire que pour lui, si l'opposition était majoritaire, elle aurait son code et la mouvance également serait là, également s'il était minoritaire, à se plaindre que le code qui était voté n'est pas idéal. Et donc pour lui, tout ce qui est tenu, ce sont des discours politiques et donc chacun est dans son rôle. Pour lui également, ceux qui chantent troisième mandat pour Patrice Talon, pour lui ne connaissent pas l'homme car Patrice Talon est tout sur ce qui est décrit. Il a argumenté dans ce sens-là, inutile d'en parler. Interrogé sur la question de l'ambition du Togo à intégrer l'Alliance des États du Sahel, pour lui ce sont des raisons économiques qui motivent le Togo à effectuer cette démarche. Pour lui, depuis que les militaires sont au pouvoir, les populations continuent de se plaindre et donc il invite la jeunesse africaine à réfléchir à cela, car pour lui, les coups d'État ne sont pas les solutions. Les coups d'État ne sont pas la solution, a-t-il mentionné. Pour lui, je cite, c'est l'ère du temps. C'est une citation, nous sommes dans du leurre, a-t-il également ajouté. Et en fin d'émission, il a tenu à effectuer le profil du prochain dauphin de Patrice Talon pour l'élection de 2026. Pour lui, le dauphin a le profil idéal pour émaner du bloc républicain. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Vous avez été on ne peut plus fidèle. Merci à vous, Fred Adriano Kwenou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Merci également. Je rappelle que vous êtes également rapporteur de la 5e circonscription électorale, notamment de la dite formation politique. Merci à vous d'être passé sur cet entretien. Merci à vous, Billy Gaïlaïbi, d'avoir conduit avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. Retrouvez à 19h Billy Gaïlaïbi pour le JT des Cités. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.